Depuis 60 ans, on se trompe sur les campagnes. On se trompe sur comment on les définit, on se trompe sur leur population, mais aussi sur leurs traditions ou sur leurs pratiques sportives. Vous êtes nombreux comme moi je pense à avoir des origines rurales, et quand on revient à la campagne, il y a un écart énorme entre ce qu'on voit à la télé et la réalité du terrain. Tellement de clichés qui ne semblent pas coller à la réalité. Du coup, j'ai voulu enquêter en me concentrant sur les pratiques sportives. C'est parti pour cette petite aventure à travers les ruralités de France. On va aller découvrir plusieurs disciplines, et je suis certain qu'il y en a au moins une que vous ne connaissez pas. Bon, j'espère que vous aimez les cartes et les statistiques, parce qu'on va s'en servir pour analyser les caractéristiques du sport rural et ses différences avec la ville. Parce qu'à force de mauvaise représentation, on oublierait presque ces territoires, et certains sports seraient peut-être en danger. Avant de revenir sur les clichés du sport rural, il faut d'abord définir la ruralité. Vous avez sûrement plein d'images en tête, un village avec ses petites maisons, son église et sa mairie, mais bien sûr des champs et toujours des champs. C'est la ruralité idéalisée, celle que l'on voit dans les pubs de lait, où tout le monde est heureux. C'est souvent une perception créée justement par des citadins, et même depuis quelques années par des marques étrangères qui veulent se donner une approche locale. Mais peut-être qu'au contraire, vous avez une version très pessimiste. Un village abandonné situé dans la fameuse diagonale du vide, qui faisait un peu peur en cours de géo, un terrain de foot miné par les trous, des transports qui ne font que passer, et des fermiers agressifs avec des fourches qui vous poursuivent. Bref, vous en doutez, la réalité est dans un entre-deux et va dépendre du contexte. Alors là, je voulais comparer le sport dans les milieux ruraux et urbains, mais ça demande de se poser la question, c'est quoi la ruralité ? Vous là, c'est quoi votre définition ? Est-ce que c'est lié à un type de paysage, à une forme d'architecture, ou aux personnes qu'on y rencontre peut-être ? C'est important d'avoir une définition claire pour suivre des mesures par exemple. Si l'État veut mettre 100 millions dans le développement du sport à la campagne, il faut bien savoir ce que l'on prend. Donc petit point vocabulaire, jusque dans les années 90, c'était le mot campagne qui était omniprésent. Puis c'est le terme de ruralité qui s'est développé pour s'éloigner de la connotation agricole. On verra un peu plus tard pourquoi. Maintenant, les politiques parlent de la France des territoires. On va aussi souvent parler de la France du terroir dans les pubs. Je vous mets quelques liens sur Insta si vous voulez aller plus loin. Vous allez rire, mais jusqu'en 2021, la ruralité n'existait pas. Enfin, en tout cas dans les textes. Les instances avaient une définition pour la ville, pour l'urbain, et le rural, c'était tout le reste. C'est un peu violent de définir quelque chose par tout ce qu'il n'est pas. Peut-être que ça vous parle personnellement. Pour trouver le rural, il fallait d'abord comprendre l'urbain. Alors, quelle est la part de Français qui vivent à la campagne selon vous ? Ce chiffre, vous en doutez, il a beaucoup bougé, mais il a surtout évolué avec la définition officielle de l'INSEE qui est très débattue. À partir de 1954, étaient en ville les constructions distantes de moins de 200 mètres, qui réunissaient au moins 2000 habitants. Le reste, c'était rural. Initialement, une ville était urbaine ou rurale en fonction de la densité de son bâti, si on veut simplifier. Il y avait 29 000 communes rurales et 24% de la population. En 2010, il y a une autre tentative qui va embrouiller du monde. L'INSEE va définir les aires urbaines, un ensemble de pôles qui accueillent au moins 1500 emplois. Le reste du territoire, à savoir 20% des communes et 5% de la population, sera souvent interprété comme rural. C'est peut-être ce que vous avez appris à l'école. Cette tentative a été qualifiée de meurtre géographique par des géographes. Finalement, c'est qu'en 2021, il y a 5 ans donc, que les ruraux ont eu le droit à leur propre définition, et non une définition par opposition. C'est le critère de densité de population qui a été retenu. Pour chaque commune, un nombre d'habitants au kilomètre carré est défini. Les densités les plus faibles sont considérées comme rurales. Maintenant, en 2026, on considère que 88% des communes sont rurales, soit un tiers de la population. C'est assez énorme en fait. Alors on peut aussi se poser la question, c'est quoi le sport rural ? Il y a deux approches. L'approche culturelle des Anglais, tournée autour des sports traditionnels et locaux, dont voici quelques exemples. Haggis hurling, cheese rolling, bog snorkeling, boot throwing. Il lie aussi beaucoup sports ruraux et chasse. La seconde approche est géographique, c'est tout bêtement toute pratique sportive effectuée en ruralité. C'est l'approche que j'ai décidé de garder. Reprenons notre village, qu'il soit dans la forêt, au bord de l'eau ou à la montagne. Tous ces environnements sont si divers. Pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose qui les unit et qui va les unir dans leur pratique sportive. J'essaie de mettre des mots sur ce ressenti en repartant de la notion de densité. Et j'ai trouvé des choses assez surprenantes. Voici deux cartes. La première, on l'a déjà vue, ce sont nos communes rurales. Sur la seconde, on retrouve le taux d'équipement sportif par habitant. En gros, combien il y a d'infrastructures sportives de disponibles pour 10 000 habitants. A priori, on aurait pu se dire qu'en ville, les urbains vont avoir plus d'équipements. Ils ont des gymnases, des skateparks, des salles de muscu, etc. Mais au contraire, on a l'impression que les ruraux ont bien plus d'équipements que les urbains. C'est la Lozère, le Cantal et l'Aveyron qui ressortent. Pas forcément connus pour leurs infrastructures, désolé. On voit aussi les massifs des Alpes et des Pyrénées. Si on zoome sur la Bretagne, c'est pas à Rennes ou dans sa banlieue que ce taux est le plus élevé, mais dans le centre Bretagne. Ceux qui sont du coin savent que c'est pas la partie la plus dynamique de la région. Et au final, j'ai trouvé qu'il y a 20 fois plus d'équipements par habitant en milieu rural qu'en milieu urbain.
Et c'est paradoxal, non? Autour de moi, là, j'ai pas l'impression que l'offre sportive me submerge. Il y a plusieurs explications. Déjà, les zones qu'on a citées sont peu peuplées, donc forcément notre ratio va rester élevé. Chaque équipement va peser plus lourd. Mais il fallait creuser un peu plus. Les équipements en milieu ruraux, ils sont quand même différents. On va prendre l'exemple des terrains de foot et de rugby. J'ai fait une première carte avec tous les terrains de France. Pour la rendre intéressante, j'ai calculé pour chaque point du territoire la distance à parcourir pour rejoindre un terrain. Bon, ma carte, elle a l'air un peu malade, mais elle a fait cracher plusieurs fois mon ordi, donc profitez-en quand même s'il vous plaît. J'ai fait le même exercice pour les piscines. On voit que c'est hyper commun de faire plus de 20 km pour nager. C'est la différence entre les équipements de proximité et les équipements rayonnants. Bon, ça doit vous sembler évident, tous les villages ne peuvent pas avoir de piscine évidemment, mais une nouvelle fois, c'est pas un problème de quantité. Au global, il y a 30 fois plus de terrains de foot par habitant dans les milieux ruraux, mais il y a aussi 8 fois plus de piscines que dans les milieux urbains. Le gros problème, ce sont les distances. Les habitants sont si diffus dans la ruralité que même avec beaucoup plus d'équipements, l'accessibilité au sport est bien plus complexe. J'ai trouvé cet article de SoFoot qui illustre cet enjeu d'une autre manière. Ils ont cherché le point Nemo, en géographie c'est le point le plus éloigné de tout. Ici c'est la ville la plus éloignée de tous les clubs professionnels. Cet éloignement et ce manque d'équipement va forcément impacter les pratiques. Des études montrent qu'il y a jusqu'à 3 fois plus de chances de pratiquer un sport quand on se situe à moins de 20 minutes du lieu de pratique. Donc soit on rapproche ces équipements des gens, on verra comment plus tard, soit on rend la mobilité rurale plus simple, et là c'est un tout autre problème. Concrètement, notre envie de faire un sport peut venir de nos parents, de nos potes ou d'un événement qu'on a vu à la télé, mais il faut faire face à la réalité. Dans notre village, il n'y a qu'un terrain de boule plus utilisé depuis que René est parti. Il y a aussi un terrain de foot avec ses 2 buts que la mairie peine à entretenir. On fait quoi alors? Premier choix, rejoindre le seul club de la commune. Souvent c'est du foot, mais ça peut être aussi du rugby. Pas mal pour être avec les copains, mais si on a peur ou si on n'aime pas les ballons, on peut pratiquer seul ou avec nos potes loin du monde associatif. Aller faire du vélo, du skate, courir dans la forêt, peut-être grimper en fonction d'où on est. Pratiquer seul en milieu rural, ça peut générer beaucoup de solitude. Faire son vélo tard le soir au milieu des champs, loin de ses potes, seul avec sa musique. Le plus souvent, la solution, c'est de faire des kilomètres. Aller au village d'à côté ou à la grande ville plus loin pour faire le sport dont on rêve. C'est le gros enjeu des milieux ruraux, la mobilité. Si on a un peu, voire beaucoup de chance, il y a un bus qui passe à des horaires qui nous arrangent et qui... Non, je plaisante. Évidemment, si on a vraiment de la chance, on a de la famille ou des proches qui nous emmènent, qui poireautent pendant qu'on tape dans un ballon, parfois sous la pluie, puis qui nous ramènent chez nous. Enfin, on a l'âge de faire du vélo, d'avoir un scoot et finalement une voiture pour progressivement s'émanciper. Bref, la campagne, c'est souvent une problématique de kilomètres. Et si je dois schématiser à gros traits, parfois on doit choisir entre faire du foot ou faire des kilomètres. Bon, et le foot justement. Comment parler des milieux ruraux sans parler du sport aux plus de 2 millions de licenciés? Pour cette vidéo, j'ai voulu sortir un peu de mon bureau pour aller à la rencontre de bénévoles et de pratiquants. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai de la famille qui était agriculteur. Moi, c'était mes grands-parents. On m'a même dit que c'est mon grand-père qui avait créé le terrain de foot du village en transformant en un champ. Du coup, j'ai voulu y aller pour enquêter. Lui, c'est Jean-Louis, président d'un club rural depuis 47 ans. Ensemble, on a évoqué les particularités du sport rural et comment lui, il s'y est mis. J'ai connu l'ancienne génération, c'est-à-dire c'était la génération d'agriculteurs et tout ça. Ils n'étaient pas contre le foot, mais ils n'étaient pas pour, quoi. Je veux dire, le sport pour eux, ça comptait pas. Je ne vais pas dire que c'était tout le monde agricole comme ça, mais beaucoup. Parce qu'ils n'avaient pas le temps ou... Ouais, parce qu'ils n'avaient pas le temps, c'était pas leur truc. Le début, c'est difficile, hein, de faire admettre que il faut faire du sport, quoi. Hein, surtout dans un petit village, quoi. Moi, j'ai mes parents qui étaient fermiers, hein, et j'étais obligé d'aller nettoyer les vaches avant d'aller au foot à 8h du matin. Hein. Alors je me levais plus de bonne heure le dimanche, où je disais à ma sœur ou à mon frère, allez, fais ça à ma place, quoi. Parce que mes parents, ils comprenaient pas que j'allais faire du foot. Ouais, c'était un autre monde, quoi. C'est un autre monde, ouais. C'est un peu le monde... Oui, pendant longtemps, ruralité rimait exclusivement avec agriculture. Et quand tu passes 12 heures par jour à t'occuper des bêtes, c'est clair que le sport, le foot, ça n'a pas trop d'intérêt. Aujourd'hui, le monde agricole et la ruralité ont bien évolué. Donc là, ça fait 47 ans que tu es président. Ouais. Qu'est-ce qui a évolué globalement Globalement, la mentalité, quand même. Ouais. Il y a de plus en plus de
de distraction à la campagne. Avant, le gamin, je te dis qu'il faisait pas de foot, il faisait rien. Il faisait rien en sport. Il n'y avait pas d'association pour chanter pour les vieux. À la limite, il n'y avait rien. Là, ils se réunissent tous les jeudis, mais avant, ça n'existait pas, quoi, je veux dire. Mais c'est important pour un village d'avoir une équipe, parce que sinon, il n'y a plus de vie dans un village. Là, il y a eu une petite altercation pendant le match, ça nous a un peu coupé. T'as vu le début, non, de l'altercation? Et en plus, c'est les clubs du coin, hein. C'est pas beau. On va laisser les choses s'apaiser, on reviendra parler avec Jean-Louis dans quelques minutes. Parce que le foot est bien central dans les villages, mais il ne faut pas oublier une autre caractéristique majeure des espaces ruraux, c'est la facilité d'accès à la nature. Forcément, ça va orienter la pratique des habitants. Dans les espaces ruraux, la nature c'est pas juste un décor, c'est une véritable infrastructure à ciel ouvert. Les chemins deviennent des pistes de VTT, les collines des terrains de trail, et les montagnes sont des pistes. Cette proximité permanente avec le milieu rural change profondément la relation au sport. Ici, on pratique sans contrainte, sans horaire, sans réservation de créneaux. Ok, il faut faire avec la pluie, la nuit et parfois les animaux. La pratique rurale donne une plus grande liberté. On peut s'y retrouver seul ou entre amis dans un cadre apaisant. On est au contact direct de son environnement. Moins de contraintes, moins de stress. Évidemment, cet aspect, on peut le représenter. J'ai fait une carte avec toutes les forêts de France, toutes les rivières et plein d'eau aussi. L'immense majorité est dans les espaces ruraux. Il y a plein de disciplines qui vont s'appuyer sur cette nature. Je suis allé creuser le sujet avec Lucas qui a créé un club de course d'orientation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Alors ici, on a le parcours qui est représenté ici par les petits ronds qui sont violets ici. L'objectif, c'est donc de le faire dans l'ordre. Et pour ça, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider. On va retrouver tout ce qui est chemin, ici en pointillé noir. Et il y a aussi d'autres indications, pareil comme la densité de végétation. Quand c'est blanc, c'est de la végétation qui est peu dense, qu'on peut traverser très facilement. Et plus c'est vert, comme là par exemple, et plus la végétation est dense, donc difficilement traversable. Ensuite, on peut s'aider des courbes de niveau qui sont brun orangé ici. Avec ma compagne, on a essayé de créer le club pour pouvoir pratiquer la CO. Vous avez créé le club tous les deux? Ouais, au départ, c'était une volonté de tous les deux. Après, pour créer un club, il faut être 3. Alors, secrétaire, trésorier, président. Ouais. Donc, on a prospecté, on a cherché des gens. Il y a au départ un voisin qui nous a aidés. Après, une fois qu'on a lancé le truc, on a eu des adhérents. Et là, maintenant, on a une bonne base de licenciés de 25 personnes environ. Il n'y a aucun sport qui me satisfait autant que la CO. Parce que le trail, la course à pied, tout ça, c'est des choses que j'aime bien. Mais c'est vrai que l'aspect ludique de la CO me manquait aussi. De chercher des balises en forêt, l'aspect aventure et un peu jeu aussi que je trouve vraiment passionnant. Ouais. J'avais gardé une image très scolaire de la course d'orientation, et en fait, il y a des compétitions européennes ou mondiales. Ah ouais, carreau au sol. Allez, ça va se finir au spinel, carreau au sol. Ah, ça joue des coudes, C'est assez cool à regarder d'ailleurs, c'est un mélange de trail et de stratégie. J'aime bien les voir galérer pour se repérer sur une carte. Ça les rend hyper humains, je trouve. La CO, la course d'orientation, ça prend bien dans les pays scandinaves, mais Lucas me disait que c'était un peu plus dur en France. Il m'a parlé de ses difficultés à attirer du monde. Après, mon sport, qui se pratique en milieu rural déjà. C'est un sport qui se pratique majoritairement en forêt, donc ça reste un sport qui est quand même confidentiel, on le trouve pas partout. Mais c'est vrai que quand on a un sport un peu à la marge confidentiel comme la CO, c'est dur d'en sortir. On aimerait bien accueillir des jeunes, mais c'est vrai que c'est un... Ouais, déjà, comme c'est pas un sport qui est très connu, qui est pas médiatisé, et, ça attire pas parce qu'il y a toujours l'image aussi de sport de grand-père, je pense. C'est un sport qui a beaucoup d'atouts, mais on reste à un nombre stable de licenciés à la fédération, qui est autour de 2000 licenciés. C'est pas forcément un sport qui est accessible, qui est à des endroits fixes. Donc c'est vrai que pour des parents qui doivent emmener leurs enfants au sport, avoir un lieu de rendez-vous qui change tout le temps, qui est assez éloigné du domicile, tout ça, c'est pas forcément pratique. Comme je le disais, ouais, c'est une discipline qui a beaucoup d'atouts pour des jeunes et qui peut être très intéressante à pratiquer pour des ados ou des enfants. Pour l'instant, j'ai donné une image assez idyllique de la ruralité. Il va falloir donner un peu de nuance. Déjà, à l'image des campagnes où la majorité des gens est agriculteur et archi fausse, moins de 5% des ruraux le sont. En réalité, on retrouve évidemment une diversité de profils, mais si on veut ressortir une tendance, c'est une surreprésentation des métiers de service à la personne, des soignants, des auxiliaires de vie. Parce que ce qui est vrai, c'est que ces territoires y vieillissent. Ça nécessite souvent de l'aide médicale. L'autre réalité, c'est que ces territoires se dépeuplent peu à peu également. Je me suis demandé si ces caractéristiques avaient eu un impact sur les pratiques sportives. Pour le vérifier, il fallait se plonger dans les statistiques des licenciés sportifs.
Ce graphique montre l'évolution du nombre de licences dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains. Évidemment, l'année 2020 marquait un énorme coup d'arrêt, mais on peut voir quelques tendances. S'il y a effectivement plus de licenciés en ville, il y a aussi plus d'habitants. Donc je modifie le graphique pour avoir le nombre de licences pour 100 habitants, et on peut voir qu'il y a globalement autant de licences dans les deux périmètres, mais que depuis 2017, les urbains décrochent. La croissance des licences est portée par les ruraux. C'est notamment grâce à la vitalité de certaines fédérations, comme celle d'aviron, de triathlon ou de vol en planeur. Ces stats sur le nombre d'équipements, sur le nombre de licenciés ne disent pas tout. Il faut aussi souligner que de nombreux clubs ferment. De nombreux villages avaient 2 clubs de foot il y a 50 ans, un club laïque et l'autre non, et aujourd'hui il n'y en a plus qu'un. Il y a une grosse tendance vers une incitation au regroupement de clubs. Bon, faut que je vous raconte un truc. J'ai rencontré un dilemme. Comment vous donner envie de cliquer sur cette vidéo sans aller dans les clichés du monde rural que j'essaye de dénoncer? Parce que des bénévoles m'ont parlé d'un numéro de l'équipe magazine qui les avait touchés personnellement. J'ai pu le retrouver sur internet. Ça parlait des SALC pour sport à la con. Des sports atypiques, souvent représentatifs d'une ruralité. Ces bénévoles n'avaient pas trop goûté du second degré, alors que dans le fond, les articles sont bien. Ça montre bien que pour un magazine ou une vidéo YouTube, il faut savoir donner envie. Donc je vais essayer de ne pas faire quelque chose de trop clickbait, racoleur. Moi, ce que je veux montrer, c'est la diversité des pratiques des milieux ruraux. Et là, justement, je vais prendre le train pour Aix pour voir quelque chose de spécifique aux sports ruraux, le côté extrême. Enfin, c'est ce que je croyais. Il y a quelques semaines, pour illustrer le côté extrême des sports ruraux, je tombais sur ces vidéos d'Alban. Vous inquiétez pas, je vais sauter, hein. J'ai un parachute. Allez, ma. Allez, ok. 3, 2, 1, et j'adore le kiwi. 3, 2, 1, et j'adore le très gros kiwi. Waya. Le kiwi. Ouais. Alors ces histoires de kiwi, ça m'a fait rire, je l'ai contacté, on s'est fait une petite randonnée à Aix pour parler de sa pratique et voir si on pouvait sauter. Et là, ce que tu vas faire, c'est légal? Ouais. 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 En France, tout ce qui est saut hors parc naturel ou quoi, c'est légal. Et si t'atterris chez un mec? Eh ben, bon déjà, il n'y a pas de raison que j'atterrisse chez un mec parce que j'aurais prévu à l'avance où est-ce que je vais atterrir. Puis si jamais il m'arrive un truc extrême, je vais m'excuser. En général, les gens, ils sont gentils. Hein. À la limite, tu leur offres un truc, 2 jours après, tu ramènes une bouteille de vin ou quoi pour s'excuser, et puis voilà. Enfin, j'ai dit on, mais c'est une façon de parler, il y a que lui qui va sauter. Si t'as rien cassé, Et encore pour l'instant, il y a trop de vent. Et justement, j'ai bien aimé sa mentalité de se dire qu'au pire, ça ferait juste une petite randonnée et que le saut, au final, c'est du bonus. Ouais, c'est ça. Moi, je kiffais la montagne. Donc, l'objectif, c'était vraiment pouvoir aller passer du temps en montagne. T'avais vraiment les 2 plaisirs de pouvoir sauter dans le vide, de pouvoir faire ta randonnée avec tes potes, tu vois. Plus le saut il est gros, plus ça veut dire qu'on a marché souvent. Bah oui, de toute façon, si tu kiffes pas cet aspect-là, ça sert à rien de faire du base. Hein. Le base. Le base. Le base jump. Le base jump. Donc, base, c'est un acronyme. C'est pour définir les objets qu'on peut sauter. Donc, le B, ça veut dire building. Le A, c'est pour les antennes. Le S, c'est pour span, pour les ponts. Et le E, c'est pour earth, donc toute la terre. Le reste, les falaises, les arbres. Là, on est plutôt sur une falaise, ouais. Comment elle s'appelle? La Sainte-Victoire. Sainte-Victoire à Aix. Yes. Alors, tu vois, ça, du coup, ça, c'est le stage bag. Ça, c'est le petit sac qu'on prend pour aller sauter. Un petit casque pour éviter de se faire mal. L'objet principal, le parachute. J'ai juste à bien mettre ma sangle de poitrine, là. Tu vois, comme ça. Hop. Et après, je serre tout. Clac, clac, clac. Ouais. Et là, tu vois, je suis équipé. Ok. Je peux le faire vite, mais on le fait pas vite. On le fait pas vite parce qu'en gros, je vérifie que celui-là, il est bien attaché. Clac. Et tu vois, ça, c'est déjà un petit parachute comme ça, tu vois. Donc ça prend l'air avec l'air et boum, ça vient tirer. Là aussi, j'ai une petite poche. Dedans, j'ai un couteau, j'ai une corde. Si t'atterris en terrain ennemi, quoi. Et voilà. Bah déjà, ouais, si t'atterris dans un arbre... C'est sûr qu'il faut être bien préparé. La sécurité, moi, c'est la première chose qui me vient à la tête quand on parle de sports extrêmes. Et le base jump est souvent cité comme le sport le plus dangereux. Il y a même une liste qui recense le nombre de morts chaque année dans le monde, autour de 20. Là, on voit le nombre de Français. Bah, la plupart des erreurs, c'est des prises de confiance, en fait. Ouais. Où les mecs, tu vois, ils prennent la confiance, ils se disent, bah là, les conditions, elles sont pourries, tu vois. Mais ils l'ont fait une fois dans des conditions pourries, donc ils se disent, bah je vais le refaire, ça passe, tu vois. Alors qu'en fait, ça passe pas. Ou alors des mecs, comme je te dis, qui se disent, bah vas-y, je vais faire un backflip, je vais le faire direct de la falaise. Ouais. Mais en fait, tu lis la liste, tu vois qu'il y a déjà 3-4 mecs qui sont morts avant, parce qu'ils avaient pas l'entraînement, ils avaient pas l'expérience pour le faire, tu vois. Moi, je suis pour que les gens, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Si le mec, il a envie de faire un double backflip, il en a jamais fait de sa vie, bon bah il le fait. Après, j'ai pas envie d'être là quand il le fera, tu vois. Donc tu dirais que le danger, ça définit pas forcément la pratique, quoi. Non, carrément pas. Il y a des gens qui ont vraiment une pratique vraiment ultra safe,
Et c'est souvent les gens qui perdurent le plus. Ce qui est dur à faire dans le base, en vrai, c'est d'arriver à en faire longtemps. On essaye d'avoir toujours des grosses marges. Mais bon, après, la mort, elle est là. On sait que ça fait partie du jeu aussi. Mais c'est évitable. Toutes les morts sont évitables. Et c'est comme tu verras, tu vois, moi, j'ai des petits rituels avant de sauter où je me remets un peu tout en tête, tous les incidents qu'il peut y avoir. Je me les revisualise. Si ça m'arrive, genre, quand je saute, le fait d'avoir tout repassé dans ma tête, c'est comme si je l'avais déjà revécu. Donc mon corps, tu vois, ça va être réflexe, tu vois. Au final, le vent s'est calmé et il a pu sauter. J'ai envie qu'il saute vite. Parce que j'ai peur. Pour lui. Oh là là. J'ai le vertige tout seul. Allez, 3, 2, 1, et j'adore. Kiwi. C'était un petit challenge pour moi cette montée. En fait, je me suis fait les croiser il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant d'ailleurs, ce qui a pas mal compromis cette vidéo. Globalement, il n'y a pas besoin de marcher pour filmer du foot ou pour le sport qu'on verra juste après, mais pour cette journée, il fallait tenir la caméra d'une main, un bâton de l'autre, donc je me suis bien musclé les jambes pour encaisser cette montée. Mais le pire, certains sans doute, c'était plutôt la descente. Alban, lui, ça a pris 20 secondes, moi plutôt 1h30. À la fin, il faisait nuit et en plus, j'allais louper mon train. Et moi, je suis cuit. Je suis cuit. La descente, là, c'est terrible. Et ouais, j'aurais dû faire du base jump. Je déteste les descentes. Je déteste les descentes. Sacrée aventure. En intro, j'avais mis de côté le terme de sport, ça semblait assez évident. Mais pour les milieux ruraux en particulier, on va devoir revenir dessus. C'est quoi faire du sport ? Il faut distinguer deux choses, le sport de l'activité physique. Faire du sport, c'est cadrer son activité, aller à l'entraînement, aller à la salle. Il y a une finalité qui peut être la compétition, la performance ou le dev perso par exemple. L'activité physique, de l'autre côté, a une définition bien plus libre. On va dire que c'est juste l'activation de muscles. Et dans les milieux ruraux, souvent on dépense de l'énergie sans faire de sport. 30 minutes de vélo pour aller au collège, rénover une grange, 20 minutes de marche pour aller à l'arrêt de bus. On retrouve évidemment ces caractéristiques en ville. Faire 3 changements de métro, ça peut être assez intense. Mais globalement, retenons qu'en ville, la pratique est souvent plus encadrée, avec des objectifs de performance, et plus diffuse, organique en campagne. Il y a d'autres particularités du sport rural. Les pratiques sont plus régulièrement transmises. On y fait plus facilement le même sport que ses parents. Mais surtout, c'est souvent la gestion de l'association entière qui va se transmettre dans la famille. Et le club, justement, il joue un rôle primordial dans la sociabilité des villes et des villages. Il va rythmer l'agenda de tous les habitants de la ville. Les joueurs se retrouvent aux entraînements en semaine, ça prend des coups avant de rentrer, puis le week-end, ce sont les tournois de jeunes, les barbecues, les troisième mi-temps qui vont attirer du monde. C'est souvent le seul événement de la semaine dans le village. Quelques fois par an, c'est la fête, un plus gros tournoi transforme le centre-bourg et vient fédérer les villages aux alentours. Cela marque la fin de la saison. Cet aspect convivial, c'est aussi un vrai marqueur du sport rural. La pratique se caractérise par un aspect moins compétitif, mais plutôt tourné vers une pratique de loisir. C'est évidemment pas une vérité générale, il existe des rivalités, mais on observe une plus grande part de pratiquants tournés vers le bien-être ou la sociabilisation. Et souvent, les critères financiers pour jouer en régional ou en national excluent de fait les petites villes. Donc s'il y a de la compète, elle est à plus petite échelle. Il faut aussi noter que les femmes font moins de sport dans les milieux ruraux. Un gap se creuse à l'adolescence où il n'y aurait pas de discipline adaptée. Pour cette vidéo, j'ai créé un petit algorithme et je pense que ça pourrait vous être utile. Il réalise le diagnostic sportif et démographique d'une commune. On va faire un petit marché. Vous mettez le nom d'une commune dans les commentaires et je vous ferai un petit diagnostic. Est-ce qu'elle est rurale? Est-ce qu'elle est urbaine? C'est quoi le sport avec le plus de licenciés, etc. Ça vous permet d'avoir quelques stats et moi de promouvoir la vidéo. On y retourne. J'espère retrouver des commentaires d'un peu partout en France parce que le sport rural, il est divers et multiple. Chaque territoire a son histoire, ses coutumes et même ses propres disciplines sportives. L'aspect culturel, c'est un élément hyper important du sport rural. Et là, justement, je me rends à un événement de sport traditionnel normand. Initialement, le but de cette vidéo, c'était de tester plein de sports. Mais comme j'étais blessé, j'ai fait appel à mon pote Victor pour jouer à ma place. Bon, il a fait ce qu'il a pu. Aïe aïe aïe. Pendant ce temps, j'ai pu parler à Pascal qui se bat pour préserver les sports normands. Moi, j'avais des grands-parents qui étaient issus du monde rural. Et je me rappelle, ma mère, elle me disait souvent Pascal, regarde ce que tu vois là, tu ne reverras pas. Quoi. Des choses, le travail, croyance un peu, et puis le jeu quoi, aussi. Ça, c'est ça qui me plaisait peut-être le plus d'ailleurs, c'était le jeu. Il m'a expliqué les caractéristiques d'un sport traditionnel. C'est son ancrage local. Ouais. Ces jeux-là se pratiquent pas ailleurs, quoi. Et il y a une continuité dans la durée, quoi. Au moins 100 ans, 200 ans. Ouais, c'est la diversité, je trouve, qui est intéressante quand même.
On a pu observer cette diversité en jouant à des jeux de plateau, des jeux de palais, mais aussi à des sports collectifs, notamment la choule. Ouais, la choule, c'est un sport ancestral normand. Donc c'est une équivalence du hockey. On voit bien, on a une crosse, une balle, 2 buts. On joue à 4 contre 4 avec 2 mi-temps de 10 minutes. Et l'objectif, c'est de marquer un but. On peut marquer des 2 côtés. On est une bande de copains, on est 13 personnes aujourd'hui. On a inauguré un terrain cette année. C'est le premier terrain de choule officiel du monde. Il y a un championnat Normandie. Vous avez gagné, il me semble. Ouais, on est des triples vainqueurs. Ouais. Et après, le principal, c'est vraiment de prendre du plaisir, de rencontrer d'autres personnes, d'autres régions, se déplacer. Nous, on est allé en Angleterre il y a 1 an. On a été invité par l'équipe d'Oxford. En Angleterre, ils font du shinty. C'est pareil, c'est une crosse, une balle, sauf que le terrain il est plus grand, les buts sont plus grands. Mais c'est la même origine en fait. Moi, ça m'a pas mal surpris. Chaque région a ses propres traditions, ses propres sports. Mais au lieu de jouer chacun dans leur coin, les pratiquants de sports traditionnels s'ouvrent aux autres et se rencontrent. Donc la Picardie, la Bretagne, quand on fait la rencontre interrégionale, ils se mettent aussi à essayer aussi nos jeux et nos sports. Puis eux, ils nous font découvrir leurs jeux aussi régionaux, quoi. Ça a l'air un peu violent si vous avez des protèges tibia. Chouler, ça veut dire bousculer. Ok. Donc c'est pour ça qu'on peut se mettre des coups d'épaule. Après, les protèges tibia, c'est avec la crosse, on peut être maladroit et tirer dans les tibias. Donc on essaie quand même de se préserver. Ouais, dans les tibias et dans la tête aussi, on a assisté à un petit accident, sans conséquence, vous en faites pas. Les événements de sport traditionnels, c'est souvent en lien avec des artisans, des producteurs locaux. On a pu profiter de la Normandie dans toute sa splendeur, on va dire. Finalement, on a retrouvé le beau temps et la journée s'est terminée par une partie de grande choule. Et c'est, on peut le dire, l'ancêtre du football et du rugby. On se faisait des passes, donc célibataire contre marié, ou alors village contre village, tout le monde mélangé. Et le but du jeu, c'était de récupérer la balle, bien sûr, et de la ramener soit dans son village, ou soit chez soi. L'espace pouvait être immense. Ça pouvait être sur une place de village, mais ça pouvait être la campagne environnante sur plusieurs villages. Et la durée, c'est pareil, ça pouvait durer 2 heures, une après-midi, mais ça pouvait durer 2 ou 3 jours. Ils traversaient la campagne, les rivières, les mares, puis avec tous les aléas que ça pouvait entraîner, quoi. Les noyades, les blessures, les dégradations. Au bout d'un moment, il y a eu des interdictions, quoi. Interdiction aux gendarmeries, du clergé. Interdiction de chouler. Interdiction de chouler, ouais, carrément, ouais. Puis là, on a vraiment les témoignages. Et en fait, c'est surtout parce qu'il y a eu des interdictions à la fin du 19e siècle qu'on a beaucoup de témoignages. Grâce aux interdictions, on a des... on a des lettres, des affiches. Voilà, c'est terrible. Et aujourd'hui, l'intérêt pour le patrimoine local et donc les sports traditionnels serait moins important. Voilà, il y a tellement de possibilités de se divertir que des fois, les gens passent à côté des fois de ce qu'il y a de local ou de régional. On est dans une période où tout ce patrimoine, il s'en va. Et des fois, il s'en va sans qu'on le sache, quoi. C'est ça qui est dommage. Que ce soit les témoignages comme le matériel, quoi. Donc on est un petit peu, c'est un petit peu dans le dur, moi je dirais un petit peu, ouais. Mais il faut rester positif, hein, après. Bon, maintenant, il faut qu'on parle un peu du futur. Il y a des vrais risques pour l'avenir du sport dans la ruralité. On l'a dit, ces espaces, ils vieillissent, ils peinent à garder leurs jeunes. Ça se ressent chez les bénévoles. De plus en plus de clubs galèrent car ils n'ont plus de personnes qui s'y impliquent. De nombreux événements doivent être annulés et des clubs disparaissent. On demande aussi aux bénévoles de gérer de plus en plus de choses. Des papiers, des normes, la sécurité des spectateurs. Tu vois, à la date de là, aujourd'hui, je ne sais pas si je serai encore président dans 1 mois. Je ne sais pas. Mon docteur, il me dit, oui, tu stresses, t'es angoissé. Il me dit, c'est pas le foot des fois. Je dis, non, je m'en fous. Je m'en fous pas, c'est pas vrai. C'est dire mes enfants qui me disent, papa, au niveau santé, tu devrais lâcher tout ça. Alors. Il y a quelque chose qui s'est brisé en 2020 quand on a demandé au président de club de vérifier les passes. Pour beaucoup de bénévoles, ça a été une rupture. En gros, on leur a demandé de vérifier eux-mêmes une politique. Peu importe ce qu'on en pense, c'est vraiment pas le sujet ici. Localement, ça a pu créer beaucoup de tensions et d'incompréhension. D'un côté, on a un État qui s'efface de ses territoires. Les différents services disparaissent peu à peu pour se concentrer dans les villes. De l'autre, on demande à des gens qui sont venus s'impliquer de leur temps de vérifier une mesure. Pour les prochaines années, est-ce qu'on doit s'inquiéter des baisses de budget pour le sport dans les milieux ruraux ? J'étais assez surpris parce qu'au final, ça n'inquiète pas beaucoup les présidents que j'ai pu rencontrer. Les petits clubs dépendent moins de l'argent public, ils n'ont pas de salariés, pas de coach à payer ou pas de longs trajets à faire. Ils sont globalement autosuffisants. On dit qu'en général, les pratiquants loisirs financent les pratiquants compétitifs.
Sans compétition majeure, le club peut continuer à tourner. Si les clubs disparaissent, ça sera plutôt par perte de bénévoles ou de pratiquants. Du coup, le sport rural doit évoluer avec son public. C'est pas très sexy, mais si ce public vieillit, il faut pouvoir lui parler. Ça pourrait passer par le sport santé, des pratiques moins tournées vers la compétition, mais plutôt sur la qualité de vie. Pratiquer en groupe, pratiquer dans les espaces naturels. C'est un enjeu hyper important, notamment à cause de la désertification médicale. L'activité physique reste une des meilleures préventions. Il y a aussi les néo-ruraux qui apportent de nouvelles disciplines. C'est un peu cliché, mais c'est une réalité qui peut renouveler les pratiques. Pour répondre à la problématique des équipements, je me suis entretenu avec la Fédération nationale du sport en milieu rural, qui a notamment mis en place le mobile sport pour faire venir la pratique aux habitants. Pour finir, prenons un peu de recul. Les villages d'il y a 50 ans avaient de nombreux lieux de sociabilisation. Des usines, des bistrots, des écoles, des commerces ou encore des lieux de culte. La plupart de ces lieux ont fermé ou ont perdu de leur influence. Maintenant, la sociabilisation se fait majoritairement en privé ou en ligne. Mais grâce aux milliers d'associations, de bénévoles et de pratiquants, le sport rural a su préserver cette proximité et peut venir combler ce manque. Alors faites du sport, allez aider les bénévoles et à la prochaine. Laisser disparaître une culture, ce serait dommage, quoi. Faut essayer de la transmettre, peu importe la manière, faut le faire, quoi. Bon, c'était le plus gros projet de la chaîne. Il n'aurait pas pu exister sans l'aide du CNC. C'est notamment ça qui m'a permis de travailler avec Soline, qui a fait toutes les animations, le village qu'on a vu plusieurs fois pendant la vidéo. Vous pouvez aller voir tous ces liens dans la description de la vidéo. Sinon, il y a plein de choses que j'ai pas pu évoquer. Notamment, je pense à tout ce qui est sport, un peu de tourisme dans les milieux ruraux, le ski ou les stations balnéaires. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, likez la vidéo, commentez peut-être s'il y a des ajouts, des trucs que j'ai oubliés. Abonnez-vous, boostez depuis vos portables. Et à la prochaine. Salut!